l'art et la culture d'ici et d'ailleurs, retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour, Anne Pia au micro, je suis ravie de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors merci à vous d'être là et de nous suivre comme un lundi sur deux sur notre radio tant aimée Radio Grand Lac de 13h à 14h, donc un programme en direct. Alors aujourd'hui nous allons pousser les portes de l'histoire de la ville d'Aix-les-Bains. Et je la fais bien la porte ? Parfait. Et remonter le temps pour vivre en fait les fêtes organisées. Alors qu'elles soient populaires ou mondaines, tout est parfois même prétexte à faire la fête, à se remplir le cœur de joie pour peut-être aussi s'alléger d'une réalité un peu difficile. Alors pour nous emmener dans ce contexte-là, j'ai deux invités autour de la table. Joël Lagrange, directeur des archives municipales d'Aix-les-Bains depuis 32 ans, je crois. Est-ce bien de le préciser ? Je sais pas pourquoi je le précise. Mais en tout cas, si, c'est aussi pour montrer aussi tout. Pas du tout, mais ça montre aussi tout l'intérêt et la passion que vous avez aussi pour faire mémoire aussi, pour donner une possibilité aussi de rentrer en fait dans ces archives qui recèlent de plein de trésors. Vous êtes aussi président de l'ASA. On pourra aussi en reparler, mais peut-être en fin d'émission. Béatrice aussi Drouyen-Charnoz, anciennement guide du patrimoine de la ville d'Aix-les-Bains. Vous êtes la vice-présidente de l'ASA. Oui, grosse présence de l'ASA. Donc l'ASA, en fait, qui nous donne aussi cette possibilité de faire mémoire, de se nourrir de cette mémoire, parfois pour aussi s'en inspirer, peut-être parfois aussi changer le présent. Merci, en tout cas, merci d'avoir accepté de venir dans l'épicerie une nouvelle fois pour nous partager tout ça et nous donner matière à avoir un peu aussi l'esprit et le cœur en fête. Et c'est malheureusement pas l'actualité qui facilite tout ça en ce moment. Et pourtant, il semble important de ne pas se laisser quand même emporter par une morosité ambiante et de cultiver la joie. Et à en croire l'écrivain Frédéric Lenoir, c'est une vraie voie d'accomplissement, de sagesse, un chemin, une puissance même libératrice. Et pour cela, on aura l'éclairage de notre libraire de cœur qu'on aime tant, Virginie Rigaud. Bonjour Virginie. Bonjour Anne. De la librairie Chemin Faisant qui sera là pour nous parler aussi justement de cet excellent livre de Frédéric Lenoir, La puissance de la joie, et aussi voir côté aussi ouvrage culturel. Il y a un film aussi pour nous donner un éclairage aussi de finalement ce que la joie peut permettre même dans des situations compliquées. Alors peut-être avant de lancer d'introduire en tout cas l'émission par Happy de Pharrell Williams, peut-être qu'on pourrait rappeler un petit peu la fête, qu'est-ce que c'est, parce que finalement tout est fête. Oui, mais alors d'abord la fête à l'origine c'est quand même une manifestation religieuse. C'est chez les peuples antiques et jusque dans la tradition chrétienne et catholique. Faire la fête, c'est une liesse, c'est une offrande qu'on fait aux dieux, de partager un moment avec eux et de lui offrir notre joie. Ça devient plus tard quelque chose d'un peu plus privé, d'un peu plus personnel, mais à l'origine, c'est une manifestation religieuse. Alors, on va tout de suite après la première pause musicale voir ce qu'on avait à Aix-les-Bains, en tout cas comme fête, et on se retrouve tout de suite après. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre, de nous retrouver. Nous parlons aujourd'hui de la fête, de la joie, de l'esprit de fête et surtout en particulier à Aix-les-Bains. Autrefois, alors peut-être que on peut les nommer puisqu'il y en a tant et plus. Joël Lagrange. Oui, mais si on remonte très loin, on peut remonter à l'Antiquité comme ça. On avait des fêtes qui s'appelaient par exemple les Saturnales ou les Lupercales, enfin des fêtes donc en l'honneur des dieux ou qui étaient entre guillemets des orgies en fait. On buvait, on mangeait. C'était un bon prétexte pour boire et bien ça se manger. faisait en l'honneur par exemple du dieu Dionysos, ça se faisait. On faisait des libations, on faisait un banquet, voilà.
Et puis après, on est parti dans les fêtes un peu plus calmes avec l'Église catholique. Alors les grandes fêtes, hein, forcément la Pentecôte, Noël et tout ça. Et puis les rogations, les fêtes patronales aussi beaucoup, ce qui se sont fait dans les villages. Et c'est vrai qu'à Aix, on a essayé de maintenir cette tradition de fête patronale en faisant des fêtes par hameaux. Vous savez, Aix, c'était un bourg et puis des hameaux, Saint-Simon, Lafin, Marlioz. Et finalement, chacun de ces hameaux avait une fête patronale ou une fête de hameau. Donc des fêtes où tout le monde pouvait participer. Alors voilà, ce qu'on appelle des fêtes populaires, c'est-à-dire avec des jeux... des courses en sac, des jeux d'adresse à destination de tout le monde. Ce genre de fête qui se faisait souvent, qui se continuait par un défilé des autorités aussi. Alors on mettait le maire et puis tout son conseil, et puis derrière toutes les autorités constituées, alors le juge du tribunal, enfin tous ces gens-là qui défilaient. Puis après derrière la fanfare, les sociétés savantes. Et ça me fait penser aux majorettes. Il y a plus de majorettes. C'est un peu plus tard, hein, c'est les années 70 les majorettes. Ouais, mais du coup, la fanfare m'a fait penser aux majorettes. Voilà, et puis après on finissait, il y avait un grand banquet en général. On avait des banquets jusqu'à 200 ou 300 personnes qui se faisaient Square Alfred Boucher sous les marronniers là. Oh là là. Ouais. Surtout pour les fêtes patriotiques. Ça me fait penser à Astérix et Obélix. Eh ben c'est tout à fait ça en fait. C'est ce qu'on raconte un peu dans l'exposition, c'est que il y a une de nos fêtes celtiques. Ce qui s'est transposé, c'est le banquet. Qui est au départ un banquet, c'est un sacrifice d'animal avec lequel on partage après les restes de manière religieuse à l'époque celtique. Ça me fait penser au veau d'or qu'on retrouve aussi dans la... Voilà. Et ce qu'il en est resté jusqu'à la fin du 19e siècle, et même au début du 20e, c'est le banquet. Le banquet avec ses discours. Hein. Ces discours à fleuve, imbuvables des autorités. Alors, qu'est-ce qui, en fait, qui demandait à faire ces fêtes ? Enfin, pourquoi on les faisait, en fait ? Est-ce qu'on a des explications un peu plus... Alors, les fêtes patronales, c'est la fête du saint patron de la paroisse, à l'origine. Hein. Puis, donc, à Aix, on avait 3 paroisses quand même. On a Sainte-Marie, Saint-Paul, donc Saint-Hippolyte du côté de Mouxy, enfin, vers la Villa Chevalet, et Saint-Sigismond, donc Saint-Simon... vers le village de Saint-Simon, donc il y a les fêtes de ces patrons-là, puis après il y a les fêtes des patrons des corporations de métiers, qui font aussi chaque corporation avait sa petite fête. Et puis après, on a transformé cette fête patronale en fête de début de saison. C'est-à-dire qu'on fêtait chaque année la saison thermale le thermaliste étant saisonnier jusque dans les années 60, en commençant en gros à la Pentecôte et finissant en fin octobre. On faisait une fête chaque début de saison à la Pentecôte, qui était la grande fête de début de saison, où c'était la joie de recommencer la saison, de raccueillir les curistes et de recommencer les affaires, en fait. Alors, on peut dire, en fait, que le fait que Aix-les-Bains soit une ville thermale, ça a dynamisé aussi la fête ? Oui, parce qu'à partir des années 1880, la fête... alors dans un sens tout à fait différent, donc beaucoup plus privé, beaucoup plus entre soi, est devenu un symbole de la vie de villégiature. C'est devenu un incontournable. Et il y a eu une surenchère de fêtes entre toutes les villes de villégiature d'Europe, avec des programmes de fêtes qui étaient diffusés en début de saison, et on arrivait jusqu'à avoir une fête populaire, une grande fête par semaine, dans une ville comme Aix. On faisait plus la fête autrefois, hein ? Ah oui, puis c'était nécessaire. C'était une surenchère. C'est pour ça qu'on a inventé des fêtes comme les fêtes des fleurs, qui commencent dans les années 1897, mais aussi donc la fête de la Pentecôte. Il y avait des tauromachie, il y y avait des fêtes, forcément des fêtes nautiques. Il y avait des tauromachie. Oui, sur l'hippodrome. Racontez-nous un peu ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y avait déjà des oppositions à l'époque. Oui. Puis c'est pas une tradition locale, donc on a eu des fêtes médiévales, on a eu des fêtes à partir des années 20, des fêtes du folklore. Alors folklore savoyard, mais aussi folklore international. On faisait venir des groupes folkloriques du monde entier, ou la fête des provinces françaises aussi. Ça, c'est resté les fêtes folkloriques. On fait venir souvent les... Alors maintenant, on fait venir 1 ou 2 groupes. À l'époque, c'était vraiment le folklore, une fête dédiée au folklore. Donc on avait une 50aine de groupes qui venaient d'un peu partout en France, qui défilaient avec un concours à la fin.
Et ça s'appelait la fête du folklore? Alors, il y a eu Aix-les-Bains plusieurs noms en 1920. C'est la fête des provinces françaises ou alors la fête du costume savoyard. D'accord. Et il y avait donc plusieurs pays qui venaient, c'est ça? On invitait, oui, les autres provinces françaises et les autres pays à venir participer à ces fêtes, avec leur musique, hein, bien entendu, puisque... Ouais, ça devait être folklore. Hein. Alors, on se retrouve... c'est des choses qui ont commencé jusqu'après la guerre de 14, donc dans un élan de patriotisme avec la récupération de l'Alsace et de la Lorraine, qui ont conduit à se recentrer sur l'histoire des provinces françaises. Oui, donc on faisait la fête même dans un contexte de guerre, dans un contexte aussi difficile. C'est ce qu'on disait aussi hors antenne. Bien sûr, je crois pas que le monde ait connu des périodes de calme où il ne se passait rien dans le monde, des périodes dramatiques comme celle qu'on est actuellement. Il y en a toutes les 5-6 ans. Hein. On a fait la fête juste après la guerre de 14, on a eu la guerre d'Algérie, on faisait la fête à Aix-les-Bains. C'est un exutoire, la fête. Ça permet d'évacuer pendant une journée toute cette pression. Et quelles sont les fêtes les plus populaires, on va dire, qui ont vraiment marqué Aix-les-Bains? Alors sans compter, c'est la fête des fleurs. Fête des fleurs. La fête des fleurs qui commence à la fin du 19e siècle, je crois en 1895-96, qui à l'origine est une fête qui est un peu commanditée par le Casino, qui est le grand leader des fêtes et qui a lieu sur l'hippodrome, et puis qui est reprise par le comité des fêtes et qui va se continuer, du moins dans sa première version, jusqu'à la guerre de 40. Alors là, j'ai sous les yeux des photos de chars fleuris qui sont absolument extraordinaires. Alors, parce que ça valait le détour. Hein. Oui, dans cette période-là, alors ça se déroule toujours de la même façon. Les chars sont faits par les grands hôteliers. Les grands hôtels ont chacun leur char. Les grands commerces aussi. Les médecins aussi, parfois, les médecins de renommée. Le casino, qui font leurs chars, qui les fleurissent eux-mêmes en commandant des fleurs chez les horticulteurs locaux. Il y a une grosse communauté d'horticulteurs à Aix. Hein. Donc en fait, ils représentaient, c'est ça? Ils représentaient qui ils étaient? Le casino. Il n'y avait pas de thème. On faisait ce qu'on voulait à cette époque-là. D'accord. Ah, c'était bien, mais moi j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien y retourner. Ça se terminait donc par une bataille de fleurs. Et ces chars étaient primés par un concours. Donc ça se terminait à l'hippodrome avec une tribune officielle où il y avait un jury composé de personnalités souvent étrangères, hein, de grandes personnalités aristocratiques. Et chaque char recevait une bannière peinte par des grands peintres locaux, donc Bugnard entre autres par exemple. Et ces bannières, elles avaient même été d'abord mises en concours au casino. La plus jolie bannière recevait le premier prix qui était donné au premier prix du char. Et on s'échangeait les bannières entre villes de fête des fleurs. C'est-à-dire que Aix offrait des bannières à Nice ou à Cannes, et Cannes nous offrait des bannières pour donner à la fête des fleurs d'Aix. Et puis, donc, ça s'est arrêté avec la guerre de 40. Et puis, il y a eu une reprise en 49, je crois, de manière tout à fait différente. Les grands hôtels n'existant plus. Là, ce sont les communes alentours et la ville d'Aix qui ont pris en charge la confection de chars avec cette fois-ci des thèmes. C'est-à-dire que le comité des fêtes donnait un thème à la fête des fleurs, la musique, les arts, ce qu'on voulait, toutes les années. Les communes alentours, des associations, mais aussi certains particuliers comme des fleuristes, proposaient des chars, des maquettes de chars qui étaient ensuite validées par ce comité des fêtes, et la ville offrait les fleurs. Oui, donc il y avait un vrai engouement pour les fleurs qu'on retrouve encore aujourd'hui. On voit la place quand même du côté... Du côté fleuri d'Aix-les-Bains, en tout cas. Bien sûr, puis je vous dis, Aix avait une grosse tradition horticole. On a eu jusqu'à une dizaine d'horticulteurs à Aix-les-Bains. Cette fête des fleurs, en fait, elle s'est poursuivie parce qu'aujourd'hui, elle... Alors, elle a été arrêtée en 2002. 2002. Donc, la version après-guerre a duré de 49 à 2002. Et puis en 2002, on a jugé que c'était peut-être un peu ringard, un peu désuet, et on a essayé de la... Il n'y avait plus beaucoup de chars non plus. Il y avait de moins en moins de chars parce que c'est beaucoup de travail de bénévolat. Mais il faudrait la réinventer. Moi, je trouve que ça serait magnifique. Avec un char radio grand lac. Oh là 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 là. Avec des fleurs partout qu'on distribuait, qu'on jetterait. Oui, après, c'est beaucoup de travail. Et puis, je vous dis, à l'époque, donc, la ville avait des champs entiers de culture de fleurs qu'elle offrait, qui étaient destinés à ceux qui confectionnaient les chars.
En tout cas, ça doit forcément porter en joie et donner un esprit quand même de fête. Toutes ces couleurs, toutes ces fleurs, ces échanges aussi possibles. Alors tout à fait. Entre les villes, entre les... c'est quand même très dynamisant. Puis la fête des fleurs, c'est un événement qui était national. La fête des fleurs d'Aix-les-Bains, c'est comme la fête des citrons à Menton. Il y avait des cars qui venaient d'un peu toute la France pour la fête des fleurs. Aujourd'hui, on a des vestiges, des cartes, des photos. Énormément de photos. Oui. Quelques films, noir et blanc forcément, parce qu'ils sont assez anciens. Et ces films, on peut les voir où, par exemple ? On les sort à l'occasion, bonne conférence, des choses comme ça, mais sinon, non, ils ne sont pas diffusés. En tout cas, on peut aujourd'hui, en ce moment, il y a une très belle expo que vous organisez sur la place de l'Hôtel de Ville. Oui, alors la ville a organisé, nous, les archives, font confectionner à la demande de la ville une exposition sur les fêtes qui se tient sur la place de l'Hôtel de Ville jusqu'au mois de décembre et qui reprend, alors forcément en résumé dans une exposition, l'histoire un peu de ces fêtes, les grands moments des fêtes et puis beaucoup de photographies. Très intéressante que j'ai vue. Et aussi, il y a, je le dis parce que c'est quand même cette revue est particulièrement bien faite aussi. Puis on y trouve de la même manière tous les documents, les photos, des articles en lien avec l'exposition. Donc je vais y arriver. La revue s'appelle Art et Mémoire. Donc c'est la revue de la Sarah. C'est la revue de la Sarah avec un numéro spécial qui est une sorte de catalogue de l'exposition qui permet de dire tout ce qu'on peut pas dire dans les quelques mots qu'on peut mettre dans une exposition et de rajouter beaucoup de photographies aussi. Alors on va marquer la deuxième pause musicale et on reviendra pour parler des fêtes mondaines. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. On vient d'entendre Zaz qui porte la joie, la bonne humeur, l'amour en elle dans cette chanson Je veux et cette joie qu'on aimerait aussi tous porter et qu'on a en nous, qu'on essaye aussi de cultiver dans nos vies, alors à travers la fête, le partage. Et aujourd'hui, on en parle dans cette émission, on parle des fêtes d'Aix-les-Bains. Autrefois, on a vu avec Joël Lagrange les fêtes publiques dans la ville. Et là, sur cette deuxième partie d'émission, merci Béatrice Drouhen-Charnot donc de nous parler plutôt des fêtes mondaines, des fêtes privées. Alors oui, on va évoquer cette partie de la mondanité qui a un bâtiment emblématique pour les accueillir, c'est bien évidemment le casino. Juste un petit retour en arrière, je vous rappelle qu'au tout début 19e, Aix, c'est 2000 habitants, un établissement thermal tout petit et rien d'autre. Et l'intendant de Savoie s'en inquiète puisqu'il nous dit, dans un lieu comme Aix, et en général dans tous les endroits où l'on se rend pour prendre les eaux, on est désœuvré. Et cette oisiveté donne un ennui plus insupportable que la maladie dont on vient chercher la guérison. Donc les pouvoirs publics s'en mêlent et la solution va être la création du casino. Alors il faut ouvrir le champ du casino le plus large possible. C'est le lieu de la convivialité, de la rencontre. On vient prendre son café le matin, on y trouve la presse internationale, on y déjeune, on se repose dans les jardins et puis bien évidemment on y joue quand même, et puis on y danse et on s'y cultive. Donc c'est un lieu très largement animé, mais attention, ça s'adresse à ceux qui y sont acceptés dans le casino, donc parrainés. Alors, il y a les étrangers, bien évidemment, et puis les notables aixois, donc ceux qui logent les étrangers, donc les hôteliers, ou ceux qui les soignent, les médecins. Les Aixois, ils restent un peu en donc là, on n'est plus dans les fêtes publiques racontées par Joël Lagrange. Pour les questions de morale, de toute façon, au départ, les locaux étaient interdits de casino. Hein. C'est-à-dire c'est-à-dire que seuls les étrangers avaient le droit d'adhérer, parce qu'il fallait une adhésion pour rentrer dans le casino. C'est un cercle privé. Et les locaux étaient interdits. C'était amoral, le casino.
C'était une Et puis tolérance. les femmes ne jouaient pas. Les femmes étaient debout. Donc en fait, il y avait que des étrangers au casino. Il n'y avait pas Ce qu'on appelle les étrangers, c'est tout ce qui est pas avec-soi à l'époque. Voilà, c'est ça. Il n'y Donc, avait pas un d'ex-soi. Non. Si, les médecins et les hôteliers. Ils Puisque accompagnaient. ils accompagnent leurs clients, donc ils sont. Mais c'est les seuls. Et les médecins, ils accompagnaient leurs clients dans une démarche de thérapeutique. Dans une démarche, je dirais, de lien social, dans une démarche de promotion, dans une démarche de relations mondaines. Joël qui me fait le signe monnaie. Ouais, il est très pragmatique, Joël. Alors, les deux moments forts du casino qui, pour moi, évoquent la fête, c'est bien sûr le bal et le théâtre. Alors, le bal, je vous rappelle que quand on fréquente l'établissement thermal, à ce moment-là, on est tous logés à la même enseigne, on arrive à peu près bien habillés, sans doute, et puis après, on repart vers son logement dans une chaise à porteur, entourée de couvertures comme une momie. Ça devait être quelque chose quand même. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment possibilité de parader. Donc, quel meilleur moment que le bal pour montrer sa richesse, son importance et ses beaux habits. Alors là aussi, la faculté s'en mêle, puisqu'un médecin alsacien conseille la valse, qui pratiquée avec un doux abandon est un précieux adjuvant de la cure. Mais attention, il déconseille le galop, la viennoise, l'allemande et la sauteuse. Ne me demandez pas de démonstration de ces danses. La presse mondaine aussi s'en mêle, c'est pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance. Un chroniqueur mondain écrit « On danse beaucoup à Aix. On y danserait plus encore si les cavaliers ne faisaient pas défaut. Ce n'est pas qu'ils soient très nombreux, non, mais beaucoup trop se trouvent sous l'influence du rhumatisme. Qu'arrive-t-il de cette fâcheuse circonstance ? Que de jeunes dames, étalant les plus brillantes parures, ornant leur tête de fleurs, aimant la danse avec passion, traversent un bal sans fixer un regard, sans recevoir une seule invitation. Vous conviendrez que c'est désolant. Le roi de Sardaigne devrait, dans l'intérêt du pays, imposer à messieurs les officiers en garnison à Chambéry l'obligation de se rendre à Aix le jeudi et le dimanche et de faire danser les dames étrangères. Taxi boy. Ce serait un service indirect que ces messieurs rendraient à l'État, genre de service qui aurait bien ses charmes et ses rémunérations. Voilà. Ça, on est en quelle année ? Là, on est en 1840. Donc, le casino actuel n'est pas encore créé. Je ne suis pas rentrée dans les étapes du casino, mais dès l'origine, quand il était encore dans le château des Marquis d'Aix, vous avez l'ensemble de ce panel de propositions qui est offert. On faisait tapisserie, en fait, c'est ça. C'était pas En quelque sorte. Oui, mais avec de jolies robes. Et voilà. Alors, une petite anecdote personnelle, encore une fois, quand j'étais guide et qu'on faisait visiter le casino, donc dans les années 90 encore, il y avait un thé dansant au casino, tous les après-midi. Et certains jours de la semaine ou dans le mois, il y avait des thés organisés avec des danseurs professionnels. Alors, je vous précise, payés par le casino, mais pas par celle qui veut danser, et qui avaient la mission de faire danser tout le monde. Donc, vous voyez, le problème des hommes qui dansent moins que les femmes a perduré bien longtemps. Voilà. Donc ça, c'est tout ce côté bal. Il y en avait jusqu'à 2-3 fois par semaine. Hein. Donc, c'est vraiment l'endroit où on peut étaler ses richesses. Aujourd'hui, il y a encore des non, il y a encore un bal. L'été, oui, dans le parc de Verdure. Un thé dansant. Je pensais au thé dansant. Oui, dans le casino, je crois pas. Non, je sais pas. Au théâtre de Verdure. Non, au théâtre de Verdure. Et puis, il y en a eu à l'extérieur à un moment au casino. Mais je me rappelle un jour raconter cette anecdote dans un groupe. Puis il y avait un monsieur, 85 ans, une classe incroyable, et qui nous dit de façon très spontanée, moi j'ai payé mes études en étant taxi boy parce que j'adore danser et ça m'a aidé à financer mes études. Vous ne pouviez pas le prendre pour un gigolo, ça c'est sûr. Et il y avait les demi-mondaines aussi. Oui. Ça équilibre. Voilà, pour le bal. Alors l'autre partie, c'est le théâtre. Donc la culture, les pièces de théâtre, les opéras.
Alors là aussi, la médecine y va de son couplet. Le rôle des médecins est quand même très important. Vous demandiez ce qu'ils faisaient. Bon, ils poussent dans toutes les animations de la ville. Ils sont forts, ces médecins. Dans l'intérêt des honorables baigneurs, je me permets de leur faire remarquer que le fait d'assister aux représentations théâtrales donne des résultats excellents pour la cure elle-même. Une soirée gaie garantit aux malades une nuit calme, tandis que la solitude porte l'esprit à la mélancolie et occasionne une nuit agitée. Mais oui, mais c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Depuis 24 ans, il a fallu toutes ces années d'études, j'ai remarqué que le succès de la cure était meilleur chez ceux qui assistaient aux représentations théâtrales que chez ceux qui passaient la soirée dans leur chambre. Et n'oublie pas d'être médecin, il est nécessaire que le malade se munisse d'un foulard pour le retour. C'est joli quand même. Hein. Ce qui aurait été bien, c'est qu'ils le prescrivent en ordonnance. Alors, un bal dansant, un bal remboursé par la Sécu. Le théâtre actuel, que tout le monde connaît bien et qui n'est pas le premier, il y a eu plusieurs théâtres, les pièces ont tourné, est inauguré donc en juin 1899 avec l'opéra de Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila, qui est donné à Aix-les-Bains avec les mêmes artistes que lors de sa création parisienne. C'est alors le coup d'envoi d'une saison assez incroyable, puisque tout chanteur, tout musicien, tout chef d'orchestre se doit de venir sur la scène aixoise et venir animer ces soirées. Alors, quelques perles dans la presse, toujours, parce que c'est important, la presse, pour nous faire vivre tout ça. En 1903, Sarah Bernard interprète La Dame aux Camélias, année où sur 138 jours de saison, il y a eu 112 représentations différentes. Waouh! Ça fait un peu baver d'envie. C'est énorme, c'est énorme. Comment? Sur les 2 casinos? Oui, probablement, oui. En août 1904, Thaïs de Massenet est donnée en présence du compositeur. Pas une place de libre à tous les étages. Toilette magnifique, portée par les dames les plus élégantes de la colonie mondaine. Ces riches toilettes, rehaussées encore par l'éclat des diamants qui semblaient refléter les admirables joyaux, portés sur la scène par la gracieuse interprète de Thaïs. Alors attention, le spectacle n'est pas uniquement sur la scène. Donc on complète aux avant-scènes, entre autres, Georges Ier de Grèce, le docteur Guillan, donc les médecins aixois sont bien là. Il y avait du beau monde. Hein. Son Excellence Isé Pacha et ses invités, Madame Gandry, qui est l'épouse du directeur. Aux loges, Son Altesse Royale le Prince de Siam, Madame Brachet, femme de médecin, des membres de la famille de la Serra de Chambéry et le baron et la baronne de Montfort. Donc on a bien les deux aspects qui sont bien représentés dans cette petit article de presse. Je m'étonne d'entendre parler en fait de Madame Brachet, parce que je viens de réaliser qu'on a énormément parlé du docteur Brachet, mais on évoque finalement que rarement sa femme. Oh, si. Non. Ah bon? Elle fait partie des femmes aixoises. C'est une personnalité d'abord. Elle était présidente des femmes de qu'on appelle ça, les femmes de France, celle qui organisait. Ah bah alors vous voyez, je suis vraiment passée à côté. Alors. Elle a créé la crèche. Elle a créé la crèche. La crèche, c'est la crèche Nelly Brachet. Ouais. D'accord. La goutte de lait, enfin c'était une grande dame. Oui, puis c'était des grandes familles protestantes aussi, hein, donc très actifs aussi dans ces milieux-là. Voilà, donc il faut imaginer tout ce spectacle qui est à la fois dans la salle, mais également quand tous les gens arrivent. Vous avez ces beaux messieurs avec leurs belles moustaches, le teint fleuri, les gants beurre frais. Moi, j'adore ça, le gant beurre frais. Les cannes à pommeau d'or, et puis toutes ces robes magnifiques que les jeunes femmes portent. Alors, il faut vous dire aussi qu'à ce moment-là, à Aix, dans les commerces aixois, mais également dans les grands palaces, vous aviez les boutiques des grands couturiers. Et puis, si vous aviez eu la bêtise de venir à Aix-les-Bains, même en saison, on peut avoir un peu de fraîcheur, eh bien, vous pouviez louer une fourrure dans les kiosques des grands hôtels, où vous aviez accès à tout ça. Puis après, en fonction des rencontres, vous pouviez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous les offre. Je sais pas, j'imagine. Voilà, donc c'est vraiment, un concours d'élégance.
Mais il y a un problème quand même, parce que à ce moment-là, quand on est femme, on n'enlève pas son chapeau. Et vous imaginez le parterre du théâtre du Casino. On a des photos qui, sur ce point-là, sont assez admirables, avec des femmes qui ont des chapeaux assez impressionnants. Donc évidemment, les personnes derrière, elles ne doivent pas voir grand-chose. Alors certes, le spectacle n'est pas forcément sur la scène, mais à regarder tous les gens qui sont là. Mais il y a quand même des gens qui ont envie de voir ce qui se passe sur la scène. Et il y a une pétition qui circule dans le théâtre, au Casino, qui demande à apporter quelques modifications et de prendre des décisions pour contrecarrer l'inconvénient causé par le trop gros développement pris par les chapeaux des dames. Voilà, donc on essaye de trouver une solution. Et pour une femme, sortir sans chapeau, c'est inconvenant. Voilà, donc c'est les grandes préoccupations. C'est vrai qu'ils avaient une taille, je sais pas, peut-être qu'on peut dire à peu près à nos auditeurs, ça représente, je sais pas. C'est très volumineux, oui, puis c'est haut, c'est pas les petits bibis, non. Peut-être qu'il faut se référer aux fêtes royales en Angleterre pour avoir conscience de quelque importance des chapeaux aujourd'hui. Alors après, à la Première Guerre mondiale, les choses vont s'arrêter au début, mais le Casino va servir d'hôpital, bien sûr, puis de lieu de convalescence. Et puis, le service des archives a célébré ce moment important où Aix va accueillir des convalescents américains qui sont venus soutenir la guerre et ils viennent se reposer à Aix. Et grâce à l'action, encore une fois, d'un médecin, le docteur Françon, il va y avoir tous les jeunes de l'IMCA qui vont venir à Aix. Et sur la scène du théâtre, vous avez beaucoup de pièces en anglais et en français. Et je vous rappelle quand même qu'en 1918, on a accueilli au théâtre un concert de jazz donné par l'ensemble James Europe, 60 musiciens. Premier orchestre noir américain à se produire en France. Donc ça vous rappelait bien sûr l'importance de la scène. Entre les deux guerres, c'est toujours un peu le même esprit, mais ça commence à changer. On trouve dans la presse qu'il y a quand même des gens qui viennent en veston, qui sont moins habillés, et puis arrive au niveau des représentations, tout ce qu'on va appeler plus tard la variété, etc. Donc vous voyez que même entre les deux guerres, la programmation du théâtre a été extrêmement prestigieuse. Alors aujourd'hui, elle continue, mais pas à ce rythme-là, mais c'est vrai que c'est une véritable tradition aixoise, et c'est parce qu'on a un casino à Aix qu'on a la chance d'avoir un théâtre. Oui. Je vais rajouter que toutes ces fêtes et tous ces bals se terminaient par un feu d'artifice dans les jardins du casino. Et il y en avait quasiment 2 ou 3 par semaine, alors ils étaient peut-être pas aussi volumineux que 2 ou 3 par semaine? Bah oui. Ah oui. C'était la conclusion. À l'époque, on prenait le repas du soir entre 5 et 6 heures le soir. Donc après, on allait au casino, donc il y avait les jeux, puis après il y avait le théâtre, et puis après il y avait le bal, et on finissait par un feu d'artifice. Pour couronner le tout. Mais c'était pas, je pense, aussi volumineux que les feux d'artifice actuels. C'était peut-être des choses plus bas, avec des échafaudages de fer, avec des feux qui descendaient. Et surtout, on avait une fabrique de feux d'artifice à Aix-les-Bains, une usine, l'usine Colombert, qui était l'équivalent des grandes fabriques comme Ruggieri actuellement en France, depuis quelques années, qui aurait pu être qui ne travaillait pas que pour Aix, qui travaillait partout en France et en Europe, et puis qui malheureusement a explosé en 1920. Donc on mettait quand même le paquet pour finalement pour créer cette joie, pour dynamiser, donner quand même du plaisir à ceux qui venaient, à ceux qui étaient là. La concurrence était effrénée entre les stations de villégiature, que ça soit en France ou à Vichy ou ailleurs, ou en Allemagne à Baden ou en Belgique. La surenchère de fêtes faisait rage pour pouvoir attirer le client, quoi. On s'ennuyait sinon, Ouais. C'est ce que disait Béatrice. Le spleen, c'était à la base de la cure. Et le théâtre de Verdure, c'était un lieu de fête populaire ou plus mondaine Il a été créé très tard. Il a été créé en 1956, le théâtre de Verdure. D'accord. C'était un promenoir, pavillon des sources entre les deux guerres, et il n'a été transformé en théâtre que tardivement. D'accord. Et puis il y avait
Alors, il faut imaginer le jardin du casino qui allait presque jusqu'à la gare actuelle, avec des illuminations, des fêtes vénitiennes. Et puis après toutes ces émotions de bal ou de théâtre, on pouvait s'asseoir sur les terrasses et puis regarder l'embrasement des montagnes au coucher du soleil. Sans compter les fêtes de bord de lac. On est quand même au bord du lac, donc les fêtes nautiques. On a encore nos fêtes aujourd'hui sur Aix-les-Bains. Oui, je te regarde. Effectivement, je te regarde, Virginie. Je pensais aussi à aussi la suite. Je pensais à toi sur peut-être ce que les choix que tu as fait en termes de livres pour illustrer finalement ce sens de la fête, le pouvoir de la joie. Donc, allez. Donc, je suis partie du titre de l'exposition qui a sur la place de la mairie, qui s'appelle Jour de joie. Et de là, je suis partie vers l'idée qu'a développé Frédéric Lenoir dans son livre La puissance de la joie. Mm-hmm. Donc, en fait, la joie, c'est un sentiment qui est bien plus profond que le bonheur ou le plaisir, parce qu'il est plus durable. Et Frédéric Lenoir, dans son livre, nous parle en fait des différentes philosophies, qu'elles soient occidentales ou orientales, et comment elles abordent le thème de la joie. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut la cultiver, la joie, et comment fait-on ? En tout cas, on essaye et on y arrive quand même bien, non ? Alors en suivant les conseils de Frédéric Lenoir et de la philosophie taoïste, il nous préconise en fait de retrouver notre âme d'enfant et de se satisfaire de toutes les choses qui viennent à nous telles qu'elles sont et pas comme on voudrait qu'elles soient. Parce que vous voyez un petit peu la subtilité. Mais tu vas nous y expliquer encore un peu mieux. Et donc, du coup, ça nous ouvre vers des choses beaucoup plus profondes et ça nous permet de nous détacher de tous nos préjugés, de tout ce qui est construit par notre éducation et notre environnement. Et le fait d'accueillir les choses comme un enfant peut le faire sans idée préconçue, eh ben, ça va nous provoquer un sentiment qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus sincère, et c'est vers ça que tend la joie, en fait. Vous voulez réagir ? Oui, savoir. On parle aujourd'hui aussi pour entretenir cette joie et tout. Ce qui n'est pas facile forcément en ce moment, c'est d'arriver à accueillir au long de sa journée tous ces petits moments qui permettent de sentir un peu un sentiment de gratitude, en fait. Et de savoir les reconnaître et de se dire, mon Dieu, rien que pour ces 3 secondes, merci, ma journée va être belle. Ça, c'est une façon, je pense, aussi d'entretenir bien tout sûr, ça. Bien sûr. Et pourquoi on parle de joie et plutôt que de bonheur ou de plaisir ? Parce qu'on est dans quelque chose de moins individuel, en fait. Et la joie, c'est se réjouir pour ce qui arrive à une tierce personne, même ce qu'on ne connaît pas. Mais c'est aussi se réjouir de ça. Et ça rejoint ce que vous disiez, Béatrice, c'est que c'est plein de petites choses qui peuvent construire quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus dense, en fait. Et ça nous donne une puissance vitale qu'on n'a pas avec le sentiment du bonheur ou du plaisir, qui sont des choses beaucoup plus fugaces et beaucoup plus autocentrées. Éphémère. Voilà, Éphémère, et autocentrées. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a aussi des comment dire, des idées. Alors, j'ai trouvé en tout cas dans ta librairie l'épicerie fine du bien-être, une boîte avec plein d'idées en fait pour aussi s'initier en tout cas au plaisir, au bonheur. Alors bien sûr, c'est aussi. Est-ce que ça peut être aussi un démarrage du chemin en fait d'un sagesse, de la sagesse. Je m'embrouille pour retrouver finalement cette joie durable. Et ben justement c'est ça toute la contradiction, c'est se contenter de petites choses, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus immense et universel. Mais ça commence forcément par les petites choses. Et on dit que le plaisir se cueille et que la joie se cultive. Donc c'est vraiment joli. Un état d'esprit aussi. Ouais, parce que c'est toute une façon d'aborder la vie et puis de savoir reconnaître, même au cours d'une journée somme toute morose, qu'il y a eu des moments où on peut avoir ce sentiment de gratitude.
Alors, je crois qu'il y a un film aussi, Le sens de la fête. Oui, j'avais envie de vous parler de ce film-là qui est sorti déjà il y a quelques années, mais quand on a préparé le sujet de l'émission, c'est spontanément ce qui m'est venu en premier à l'esprit. Donc en fait, c'est un film de Toledano et de Nakache, et dedans vous avez Jean-Pierre Bacri. Donc je suppose que tout le monde visualise bien. Il est pas rayonnant de joie, on va dire. Et justement, c'est ça qui fait le ressort comique du film, puisque son travail consiste à organiser des fêtes pour les gens. Et là, en l'occurrence, ça fait 20 ans qu'il fait ça quand débute le film. Il doit organiser un mariage et ça va être une succession de choses complètement chaotiques. Et lui, ce qu'il veut, c'est que les gens passent un bon moment pour que la fête se transforme pas en fiasco. Et c'est aussi une critique de la société et de la représentation qu'on a de l'idéal et du bonheur, en fait. Et en fait, ça fonctionne parce que chaque personnage est caricaturé, mais sans tomber dans le cliché, en fait. Et je trouve que c'est une comédie de mœurs qui est très réussie. Et ça vaut vraiment le coup de la regarder, ne serait-ce que pour découvrir Bacri dans un rôle complètement, on a l'impression qu'il est lui-même, quoi. Bon, est-ce qu'il y a des choses, donc on arrive à la fin en tout cas de notre émission, peut-être qu'on pourrait conclure sur s'il y a des choses encore à dire concernant l'exposition jour de joie, les fêtes d'autrefois. Joël ? Cette exposition, elle est disponible donc sur la place de l'Hôtel de Ville jusqu'au mois de décembre. Il y a un petit peu à lire, il y a beaucoup à regarder. J'espère qu'on l'a fait suffisamment joyeuse pour aller avec le thème. En tout cas, l'affiche est très très joyeuse. Oui, c'est mon collègue qui l'a construite. C'est Philippe Gras, qui l'a réalisée. Ouais. Elle est vraiment très harmonieuse, très colorée et très belle. Mm-hmm. Et on a eu plaisir à faire cette exposition et j'espère que vous aurez plaisir à aller la voir. Alors allez-y, elle est donc place de l'Hôtel de Ville à Aix-les-Bains. Béatrice ? Pour ce qui est des fêtes du casino, j'ai essayé de recréer à la radio, c'est pas toujours facile, hein, ce climat un peu de mondanité et tout. Mais bon, aujourd'hui, le casino est toujours là, il remplit encore ses missions à la fois toujours de jeu, bien évidemment, mais également de convivialité. Et on a la chance incroyable d'avoir un théâtre qui sert toujours et qui est toujours là. C'est tellement évident pour nous, Aixois, d'avoir un théâtre qu'on oublie que l'origine est le fait d'avoir été ville d'eau et que d'avoir un tel théâtre dans une ville qui est somme toute assez petite, 60 000 habitants, c'est une chance incroyable. Donc il faut abuser sans modération de cet atout culturel encore présent et vivant aujourd'hui, quoi. Oui. Alors, en me penchant sur l'exposition et tout ce qui a été dit, moi je trouve que quand même c'est un cycle. Il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, qui ont recommencé. Les gens sont toujours très friands du feu d'artifice du 15 août. Aujourd'hui, on recommence à faire des fêtes médiévales alors que pendant des années, il n'y en a plus. Peut-être, quand on voit votre enthousiasme, on se dit qu'il y aura peut-être de nouveau une fête des fleurs sponsorisée par Radio Grand Lac. Hein, avec son char. Avec son char. Et Jean-Pierre... tout au milieu. Mais et puis il faut pas oublier aussi que, alors ça c'est ma fibre historique qui parle, qu'il y a toujours une dimension politique et que c'est un moyen de satisfaire le peuple aussi, de faire des fêtes. Mais avec aussi ce besoin intense. Je crois qu'aussi, tu disais, on y tient, c'est aussi un ancrage, c'est une manière aussi de s'ancrer dans une ville. De faire la fête. C'est une mémoire collective qui est très forte et très positive. Je pense que c'est des éléments qui sont très forts dans la construction de notre identité. Oui, on parlait de fêtes politiques. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais il y a aussi toutes les fêtes qui sont des communions civiques, comme les fêtes du 14 juillet ou autrefois la fête du roi ou
des fêtes qui permettent à la République de se mettre en scène et de rassembler le peuple autour d'une même idée. Alors, on va terminer avec cet ouvrage que vous voulez nous présenter. Joël, un très bel ouvrage. Alors, c'est un ouvrage qui est édité pour les 30 ans de la Société d'art et d'histoire et qui est un recueil des plus belles affiches d'Aix-les-Bains entre 1880 et 1960. En gros, ce qu'on appelle en général des affiches PLM, ce qui ne sont pas souvent des affiches PLM, mais enfin, ce type d'affiches très colorées, très illustrées, de grande qualité. Il y en a à peu près entre 50 et 55 dans le livre, qui sont commentés, enfin, sont en pleine page avec un commentaire sur la page en face. C'est un livre qui va sortir pour le Salon du Livre de Saint-Innocent, donc le tout début du mois de novembre, et qui sera ensuite diffusé dans les très bonnes librairies aixoises. Virginie ne réagit pas. Si, je suis au taquet. Je serai et à Brison et je ferai partie des librairies aixoises. Des très bonnes librairies. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est un complément d'une exposition qui commencera donc au Musée Fort, là, organisée par les archives et le Musée Fort, à partir du mois de janvier 2024. Bon, merci. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités autour d'un nouveau thème. Très bonne journée à tous. À bientôt. Merci.